Quand j'ai appris qu'Elon Musk prenait de la drogue pour travailler, je me suis dit c'est terminé. J'ai tout vendu, j'avais fait x10 avec Tesla, j'ai tout vendu. Ça s'est crashé 3 mois plus tard, quoi. Donc j'ai jamais racheté, je rachèterai jamais. Tu vois. Alors que si tu dis j'achète une maison, je sais que c'est pas le meilleur investissement que je puisse faire, mais j'ai envie d'avoir une maison, bah du coup ton investissement rapporte un peu plus parce que tu y prends aussi du plaisir, tu vois. Tu peux t'occuper de ta maison, l'aménager. Même les gens intelligents peuvent complètement débrancher leur cerveau et faire des trucs complètement irrationnels. Je trouve que les NFT c'est quand même le pinacle de ça parce que c'était vraiment purement irrationnel. T'achetais vraiment du rien, mais Bonjour Antoine, salut Thomas. comment tu vas? Eh bien ça va bien, merci pour l'invite. Bah merci, c'est toi qui me reçois chez toi, donc merci beaucoup pour l'invitation et de passer sur le podcast. Donc c'est un épisode un peu particulier parce que je parle pas beaucoup de business sur ma chaîne, je parle d'investissement, comme le nom Investir Simple. Et voilà, j'ai vraiment souhaité t'interviewer parce que tu fais partie voilà, d'une personne qui m'inspire beaucoup et je sais que dans mon audience, des gens s'intéressent aussi à l'entrepreneuriat parce que finalement, l'investissement et l'entrepreneuriat sont assez liés. Et voilà, l'idée de cette interview, c'est de pouvoir parler business et investissement. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter Antoine? Ouais, alors je m'appelle Antoine, je me suis lancé, j'ai créé ma première formation en 2012, donc il y a 12 ans. J'avais 17 ans à l'époque et j'ai découvert qu'en fait, on pouvait gagner sa vie sur Internet en faisant ce qu'on aime. Et je suis tombé dedans à ce moment-là. 3 ans plus tard, je commençais à gagner ma vie avec. Et aujourd'hui, j'aide les créateurs de contenu et les freelances à vivre de leur activité avec des systèmes qui sont le plus simples possible, les plus abordables possible pour qu'ils puissent tout piloter tout seuls. Ok. Et quelle est ta cible? Enfin, c'est quel type de créateur de contenu que tu aides ou que tu formes en général? C'est vraiment typiquement des gens qui se lancent, qui sont débutants ou alors qui sont là depuis longtemps mais qui en ont marre des méthodes toutes plus complexes les unes que les autres. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui lance un business en ligne, il a l'impression qu'il lui faut 10 closers, qu'il faut qu'il fasse des énormes challenges, des webinaires toutes les semaines, des trucs colossaux et il se voit pas forcément le faire. Moi, j'essaie de montrer aux gens qu'ils peuvent encore construire une activité simple et avoir des journées qui sont agréables. Moi, je suis créateur de contenu. Ce que j'aime, c'est créer du contenu. Aujourd'hui, je travaille entre 2 et 3 heures par jour. Qu'est-ce que je fais? Je crée du contenu et des méthodes et c'est tout. En fait, c'est possible aujourd'hui de s'organiser et de travailler de manière à ne pas être esclave de son business, mais mettre vraiment son business au service de sa vie. C'est un peu les principes de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, si tu te souviens. Et je trouve que beaucoup de gens sont éloignés de ces principes-là dans la recherche de toujours plus de performance. Moi, je vise pas la performance, je vise la liberté, je vise le plaisir. Et c'est ça que j'enseigne à mes élèves. C'est intéressant parce que tu vois, la notion de liberté, on la retrouve aussi beaucoup dans l'investissement avec la fameuse liberté financière et beaucoup investissent pour être libre financièrement. Et toi, finalement, tu as réussi à recréer ça avec l'entreprise. Est-ce que tu as, tu vois, dans ton parcours, donc tu as dit que tu as commencé en 2012, est-ce qu'il y a eu, j'imagine qu'au début, ça n'a pas marché tout de suite. Tu as mis combien de temps avant que ça commence à prendre et que tu as commencé à, tu peux trouver je ne vais pas dire le hack, mais la formule qui te fait dire, ok, maintenant, en fait, je commence à comprendre comment être libre et arriver à vivre de ce que j'aime sans, voilà, sans y passer toute ma journée, quoi. Ouais, pour se remettre dans le contexte, j'ai 17 ans, je vis encore chez mes parents, je suis à l'école, je suis en terminale, j'ai mon bac à la fin de l'année et je découvre des blogueurs qui gagnent leur vie avec leur blog. Je me dis incroyable, j'avais toujours essayé de lancer des blogs, ça n'avait jamais marché, mais j'adorais m'exprimer sur Internet, transmettre et je me lance, je fais ma première formation, je fais 800 euros, tu vois. Pour moi à l'époque c'était énorme, j'avais jamais gagné Le prix de la formation était à 800? Non, je gagne 800 euros. Non, Okay. non, la formation elle devait être à 80, quelque chose comme ça. Ouais. Et je me dis, waouh, c'est absolument extraordinaire. Jusque-là, j'avais gagné de l'argent en faisant du babysitting, 50 euros par-ci, 50 euros par-là. Et d'un coup, je me rends compte que je peux générer des ventes, qu'il y a des gens qui ont parfois 40, 50, 60 ans qui me font confiance à un petit jeune comme ça de 17 ans. Et ça me touche énormément et ça m'encourage à continuer. Mais ça s'est pas fait tout de suite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je commence à toucher du doigt l'espoir d'un jour être libre. À ce moment-là, je me sentais un peu étouffé, j'avais envie vraiment de voler de mes propres ailes. Mais j'ai pas pu le faire tout de suite. J'ai pas pu le faire tout de suite parce que ça me paraissait encore trop lointain, trop difficile. Et donc, j'ai démarré une école de commerce. Il fallait aussi que je rassure mes parents. J'ai fait 3 ans d'école de commerce. Pendant ce temps-là, j'ai lancé des formations de temps en temps. Ça marchait de mieux en mieux. Et au bout de 3 ans d'école de commerce, j'avais la certitude que si je m'y mettais à plein temps et que je mettais tout mon temps et mon énergie dessus, je pouvais en vivre. Je le savais parce que je l'avais testé. Et tout ce qui me manquait, c'était du temps et surtout du focus. Mettre mon focus là-dessus.
Et donc, je dis à ma mère, On était en quelle année là? on était en 2015, je dis à ma mère, qui m'héberge à ce moment-là, maman, laisse-moi 1 an, je fais une année de césure. Si à la fin de l'année, je vis pas de mon activité, je retourne à l'école. Ma mère me dit OK. Je vais voir mon prof, enfin, c'est pas prof principal, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je lui dis OK, année de césure. Je pars au Sri Lanka tout seul. Je fais des vidéos quotidiennes. Et là, la petite chose qui change, c'est qu'au lieu de lancer une formation une fois de temps en temps, je me mets à lancer une formation toutes les 2 semaines. Donc tous les 15 jours, je lance une nouvelle formation. Au début, je fais quoi? Je fais 1000 euros, 2000 euros, etc. Et petit à petit, ça se développe. 2 ou 3 ans plus tard, je devais être à 10 000 euros. Et puis ensuite, j'ai fait 1 million d'euros en 2022. Donc une belle évolution. Ouais. Donc t'as tenté vraiment l'aventure finalement en 2015. Et à partir de quelle année t'as pu avoir, on va dire, un revenu qui te permettait d'avoir l'équivalent d'un salaire et qui te permettait de dire, ok, bah maintenant, c'est bon, c'est périn et c'est mon activité. Ça a été très rapide à partir du moment où je me suis mis à plein temps, où j'ai lancé une formation toutes les 2 semaines. Donc je suis parti en voyage en décembre 2015. Je commençais à en vivre peut-être en janvier ou février. Donc c'était parfait parce que ça me payait mes hôtels, ça me payait, alors je prenais pas des hôtels de grand luxe, hein, mais ça me payait mes hôtels, ça me payait mes bus, ça me payait mes billets d'avion. Et en fait, ça me permettait de voyager comme ça en autonomie. Ok. Et donc ta stratégie principale, tu me dis si je me trompe, même si je sais un peu comment tu fonctionnes, c'est la création de contenu Ouais, pour avoir une audience et ensuite vendre des formations. C'est bien ça? c'est ça. Pour ceux qui sont intéressés par la création de contenu et du coup par lancer un peu un business un peu 2.0, un business en ligne, hein, ce que tu expliques hein, dans tes contenus, aujourd'hui en 2024, qu'est-ce qui marche? Tu vois, si quelqu'un veut se lancer, il ne sait pas par quoi commencer, alors je pense que la plupart savent qu'il y a les réseaux sociaux, il y a plein de plateformes. Est-ce que toi, tu as un conseil, on va dire, alors je sais que ça évolue et que ce que tu dis aujourd'hui n'est peut-être plus vrai dans un an, mais par où commencer, tu vois? En fait, ce qui est, tout le monde te dira que ce qui marchait avant ne marche plus, qu'il y a des nouvelles méthodes, qu'il y a la nouvelle méthode, il faut faire ça, sinon t'es mort, etc. Tout ça est faux. Tu peux faire exactement la même chose que ce que je faisais il y a 10 ans, ça marche toujours. En fait, la différence, c'est que ce qui compte, c'est d'être capable d'arriver avec de la nouveauté. C'est-à-dire, si tu arrives sur ton marché, que tu proposes quelque chose de nouveau, que tu crées du contenu, que tu arrives à construire une audience autour de ce contenu et que tu inventes des méthodes pour cette audience, ça marchera peu importe où tu publies. Tu peux être sur LinkedIn, il y en a qui ont percé sur LinkedIn, tu peux être sur Insta, tu peux être sur TikTok, tu peux être sur YouTube, tu peux lancer un podcast, tu peux fonctionner uniquement avec du trafic payant, avec de la pub. Tout ça marche. Tout ça marche. Tu peux faire des petits produits, tu peux faire des gros produits, tu peux faire des lancements orchestrés, tu peux faire des webinaires, tu peux faire des challenges. Tout marche. La question, c'est toi, qu'est-ce que tu as envie de faire et dans quoi est-ce que tu es prêt à mettre du temps et de l'énergie quand tu te lances. Elle est vraiment là, la question. Et donc, je pense que c'est une erreur de se lancer en se disant OK, donnez-moi un playbook et j'applique le playbook et de faire quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce qu'on a envie de faire. La question, c'est plutôt de se lancer en se disant qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées et de construire un business autour de ça. Donc, si tu as envie de créer des vidéos YouTube pendant ta journée, ok, tu essaies de faire en sorte d'avoir un business qui repose sur tes vidéos YouTube, d'avoir du trafic qui vient de tes vidéos YouTube, d'avoir un tunnel de vente qui démarre sur tes vidéos YouTube. Si tu as envie de te dire, ok, moi j'ai envie de me focaliser sur ma relation avec les clients, sur mes méthodes, etc. Bon, bah tu crées par exemple un abonnement où il y a un espace membre et tous les jours tu discutes avec tes clients. Et si tu n'as pas envie de t'embêter à faire des vidéos et du contenu, bah tu fais du trafic payant. Donc en fait, tout est possible à condition de savoir ce qu'on veut. Et du coup, tu es plutôt de l'école à focus sur une plateforme, une méthode, plutôt que se disperser, j'imagine. J'ai tout essayé. J'ai fait des emails quotidiens pendant 2 ans, 3 ans. J'ai fait des podcasts quotidiens pendant 1 an aussi. J'ai fait du YouTube tous les jours pendant plusieurs années. J'ai vraiment essayé énormément. Je me suis lancé aussi sur les shorts en 2022, Instagram, TikTok, etc. Et aujourd'hui, ce que je préfère, c'est YouTube. Donc je reviens finalement à ce que je faisais Tes bases. au début. Alors même avant ça, j'avais un blog, mais je me suis quand même fait connaître principalement sur YouTube. Donc je fais des vidéos YouTube et c'est marrant parce que je fais la même chose que ce que je faisais en 2015-2016. C'est-à-dire, je me pose devant ma caméra et je partage des idées. Voilà. Et de temps en temps, je fais des petits vlogs pour raconter ma vie. C'est juste ça. Je partage des conseils, je partage des idées, je fais des petits tutoriels, comment créer une miniature YouTube, etc. Ça marche, ça marchote. Ça fait pas 100 000 vues par vidéo. Généralement, ça fait entre 4 000 et 15 000 vues par vidéo. Et ça me permet d'avoir, voilà, ça m'apporte peut-être un tiers de mes clients. Ils viennent juste de YouTube, juste de ces petites vidéos que je fais assez simplement. Ok. Est-ce que
Alors, je te l'ai pas demandé en off, mais est-ce que tu es à l'aise pour le partage de tes chiffres ou Ouais, pas? bien sûr, bien sûr. Ouais. Parce que c'est aussi intéressant de se rendre compte, tu vois, Ouais. parce qu'il y en a, bon, il y a certains qui doivent te connaître, d'autres ne te connaissent pas. Euh, donc, en termes de chiffre d'affaires, tu as dit tout à l'heure, tu as fait 1 million, c'est ça, En 2022, en c'était ma meilleure 2022? année. Ouais. En 2023, j'ai fait moins. Et en Mhm. 2024, j'essaie de remonter. Ok. Et ton chiffre d'affaires provient essentiellement des formations, c'est ça? Quasiment 100% du chiffre d'affaires vient des formations. Ouais. Ok. Et pas d'accompagnement personnalisé, type coaching Non. ou contenu sponsorisé, par exemple? Moi, je suis un fan de la loi de Pareto, donc j'essaie de mettre 20% des efforts sur ce qui apporte 80% des résultats. Je sais que faire des partenariats sponsorisés, ça demande beaucoup de travail, d'efforts, d'organisation, pour des résultats, dans mon cas, qui sont assez faibles, puisque j'ai pas une très grosse audience. Je sais que ce qui marche le mieux pour moi, c'est de construire des méthodes sur mesure pour mon audience et de lui vendre. Et donc, je fais ça. Pour ce qui est du coaching, je pense que je suis pas un excellent coach, c'est pour ça que j'en fais pas. Et je n'adore pas ça. J'aime bien de temps en temps discuter avec des clients, je fais des rencontres abonnés, mais j'aime pas avoir cette pression de me dire ok, il faut que je l'aide à réussir, etc. Moi, je me vois plus comme un auteur. C'est-à-dire que je crée la méthode, je consigne la méthode dans une formation, je délivre la méthode, et ensuite les gens en font ce qu'ils veulent. Si il y a des gens, ça va changer leur vie. J'ai des clients qui viennent me voir, qui me disent ok, cette méthode, précisément cette formation, ça a tout débloqué pour moi, etc. J'ai des résultats de fou derrière. Et puis il y a des gens, ils vont même pas la regarder. Et je considère que c'est plus de mon ressort, tu vois. Moi, j'ai fait ma partie du travail, et c'est comme ça que je fonctionne, et c'est ce qui me permet aussi de vendre des formations à tarif relativement accessible, moins de 200 € la plupart du temps sur le lancement. Euh, et c'est aussi ce qui me permet d'avoir beaucoup de temps libre, parce que j'ai pas de rendez-vous dans mon calendrier. Et ça, c'est. Alors, je reviens juste sur un truc pour que l'audience se rende compte aussi, c'est que finalement, enfin, pour ceux qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés sur un business en ligne, on n'a pas besoin d'avoir une énorme audience. Alors, Mm. forcément, tu as une audience qui est plus conséquente que la majorité des gens, mais comme tu dis, tu fais entre 5 et 10 000 vues par vidéo. Ouais. T'es pas MrBeast, t'es pas Squeezie, et t'as réussi à faire 1 million de chiffres. Donc, ça veut dire que on n'a pas besoin d'être une superstar ou un youtubeur ultra connu pour gagner sa vie correctement sur Internet. Et l'autre chose, moi, qui m'impressionne, c'est que bah, tu focuses ton énergie sur une façon de monétiser et qui fonctionne. Ouais. Et moi, il y a un truc qui m'impressionne chez toi, c'est comment tu fais aussi pour créer toujours de nouvelles idées de formation. Comment tu puises finalement, tu vois, bah voilà, cette ressource, parce que tu en as créé plus de 200, c'est ça? Mm. Comment tu arrives à trouver les idées? Et tu prends n'importe quel prof ou n'importe quel coach, il crée beaucoup plus que moi. Moi, j'ai juste 2-3 heures de méthode à créer tous les mois, ce qui en fait est pas grand-chose. Et la clé, c'est simplement de connaître ton audience, de savoir ce dont ils ont besoin, et surtout de savoir ce qui les empêche d'y arriver. Par exemple, ma dernière formation, elle s'appelle Vidéo Moche. Le concept de la formation, c'est, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon audience qui veulent se lancer sur YouTube, notamment la nouvelle génération de créateurs qui vient du format short, du format Reels, et qui est intimidée par YouTube. Et je sais qu'ils ne se lancent pas sur YouTube parce que ça leur fait peur et parce qu'ils sont perfectionnistes. Et donc je me suis dit, C'est mon cas. est-ce qu'il n'existe pas, voilà, est-ce qu'il n'existe pas des YouTubeurs qui performent sur la plateforme, qui ont de bons résultats, que ce soit en termes de vues ou en termes de ventes, et qui ne font pas des vidéos qui sont très techniquement avancées, qui font des vidéos auxquelles finalement on les voit et on se dit moi aussi je peux faire ça. Et donc c'est très intéressant parce que j'ai exploré, j'ai étudié, j'ai regardé pas mal de chaînes YouTube, notamment chez les anglophones, et j'en ai découvert pas mal, et je me suis dit, mais en fait ça va les débloquer. Donc je fais une formation là-dessus. En fait, ce que je fais à chaque fois, c'est toujours ça, c'est j'ai quelques thématiques où je sais que c'est des thématiques où il y a une demande, par exemple construire une audience, faire plus de ventes, faire de meilleurs lancements, être plus productif, voilà ce genre de choses. Et j'essaie de me demander quels sont les trucs qui bloquent les gens en ce moment par rapport à ça. Typiquement, en début d'année, j'ai fait mon meilleur lancement, c'était une formation qui s'appelait Mini Tunnel. Et en gros, le concept, c'était, je sais que beaucoup de gens veulent faire des tunnels de vente parce qu'il y a la promesse des revenus passifs et c'est très séduisant, mais ils trouvent ça trop compliqué et ils ont raison parce que c'est très 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 compliqué les tunnels de vente. Il faut utiliser des outils qui sont des usines à gaz, ça prend parfois des semaines. Et donc, est-ce qu'il n'existe pas une manière plus simple de le faire? Et j'ai trouvé les mini-tunnels, qui sont en fait une façon très simple de faire des tunnels de vente en une matinée, avec un outil que tout le monde peut utiliser, qui s'appelle Podia. Et donc, j'ai créé cette formation là-dessus. Désir très fort, blocage brisé, la formation a cartonné. Ok, super intéressant. Et ce que moi j'aime bien aussi dans ta philosophie, c'est la simplicité finalement. Tu vois, tu rends les choses simples et c'est pour ça aussi que je m'y retrouve un peu parce que moi, mon objectif, c'est de rendre simple l'investissement. Euh, Tout à l'heure, tu parlais de ton emploi du temps. Donc, tu travailles que le matin, c'est ça? Ouais, L'après-midi, c'est free à chaque fois? ouais.
C'est dingue. C'est-à-dire que tu crées ton contenu le matin et tes formations le matin, par exemple, ou l'un ou l'autre, par exemple? L'un ou l'autre. Ouais. Je crée pas des formations tout le temps. Mhm. Donc une fois par mois. Donc là, par exemple, je viens d'en lancer une, donc je vais principalement me focaliser sur le contenu ces prochaines semaines, et puis travailler un peu sur les formations. En fait, l'idée, c'est que si... C'est vraiment très simple de travailler 2-3 heures par jour, les gens ne se rendent pas compte. C'est juste que tu prends toujours l'espace que tu as dans ton bocal. Si tu te laisses 8 heures par jour, tu vas trouver le moyen de travailler 8 heures par jour. Si demain tu me dis, bon bah tu peux pas sortir de ton bureau et tu dois travailler jusqu'à 17 heures, mais évidemment que je vais trouver de quoi faire pour travailler jusqu'à 17 heures, il n'y a aucun problème. Mais si tu me dis, ce matin, à midi, faut que tu ailles déjeuner avec un tel, et donc tu as 2 heures pour faire ton travail de la journée, je vais trouver le moyen de le faire en 2 heures. Et en fait, la clé, c'est de supprimer ce que tu n'as pas envie de faire. Et ça paraît impossible, mais en fait, c'est pas très compliqué. Moi, je sais ce que j'ai pas envie de faire. Il y a l'administratif, j'ai pas envie de faire ça. Il y a la compta, il y a le support client. Toutes ces choses-là sont obligatoires, mais j'ai pas envie de les faire, donc j'ai délègue. Et puis il y a d'autres choses qui sont pas obligatoires, mais que j'ai pas envie de faire non plus. Donc par exemple, faire des webinaires, faire du coaching, prendre des rendez-vous avec des clients. Ça, j'ai jamais compris le principe des calls. Il y a des gens, ils te contactent, ils disent est-ce que je peux t'appeler? Et les gens disent oui. Ils savent même pas pourquoi ils disent oui. Moi, ça, j'ai jamais compris. Je me dis, mais moi, quand quelqu'un me dit est-ce que je peux t'appeler ou est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous, ce que j'entends, c'est est-ce que je peux te prendre 1 heure de ton temps ou 2, tu vois. Et donc, j'ai envie au moins de savoir pourquoi. Donc, à chaque fois que quelqu'un me contacte, déjà, il peut pas me contacter directement, il arrive sur le support client et c'est les gens du support qui décident si ça arrive jusqu'à moi ou pas. Et si ça arrive jusqu'à moi, la personne, je lui dis toujours, si tu peux pas m'expliquer la raison de ton appel dans un message texte sur WhatsApp, bah, ça sert à rien de m'appeler, tu vois. Donc je lui dis simplement, mets-le-moi sous forme de texte, pas un vocal, un texte. Et en fait, souvent les gens ils le font et ça me permet T'as gagné une demi-heure, quoi. en 1 minute, c'est ça, en 1 minute de savoir ce qu'ils veulent sans avoir besoin de passer une demi-heure à me faire closer. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste ça. C'est une question de qu'est-ce que tu veux pas faire et ce que tu veux pas faire, tu l'élimines d'une façon ou d'une autre. Donc, soit juste tu le fais pas et tu vois ce qui se passe. Et en fait, très souvent, on le fait pas et ça se passe bien. Les entrepreneurs qui passent des heures par jour sur Twitter à faire de la veille, le jour où ils s'arrêtent de le faire, ils se rendent compte qu'en fait, ça marche tout aussi bien et que ça sert à rien de faire de la veille, tu vois. Donc, il y a plein de choses en fait qu'on peut ne pas faire. Moi, par exemple, voilà, je fais pas de rendez-vous avec des gens que je connais pas. Il faut au moins qu'ils soient introduits d'une façon ou d'une autre, etc. Je rate plein de trucs à cause de ça, tu vois. Je rate plein de rencontres qui pourraient être intéressantes. Mais en fait, tout le temps que je gagne chaque semaine en refusant justement ces calls, ces zooms, etc., ça a une valeur qui est supérieure aux opportunités que je perds. Et en fait, cette valeur-là, je peux l'utiliser à créer des formations. Ce temps que je gagne, je peux l'utiliser. Ou même ton temps libre. Ou en temps libre, tout simplement. Et en fait, le temps libre aussi, si on veut parler purement en termes de productivité, quand tu es un créateur, tu dois laisser du temps pour décanter à ton cerveau. Donc tu dois avoir des temps libres, tu dois faire du sport, sortir, voir la lumière du jour, lire des livres. Mais en fait, tout ça, un entrepreneur qui est débordé, il le fait plus. Il lit pas, tu lis pas des livres quand tu as 5 rendez-vous dans ta journée et que tu cours partout. À aucun moment tu t'arrêtes et tu lis un livre. Quand tu t'arrêtes, tu vas sur ton téléphone et tu gères. Mais voilà. Et en fait, juste le fait de prendre le temps de se dire, ok, je me laisse mes après-midi, t'inquiète pas, tu vas réussir à les remplir. Et ça va t'insuffler des choses que tu vas pouvoir utiliser ensuite dans ton activité. Et ça va t'éviter aussi le piège du burn-out et du fait de se cramer. Beaucoup de gens Oui, tombent et dedans. de construire ta propre prison, finalement. Ouais, bien sûr, bien sûr. À viser l'entrepreneuriat pour être libre et finalement travailler plus qu'en étant Après, salarié. je vais être honnête, hein, la plupart des entrepreneurs qui cartonnent sont des gens qui travaillent énormément. Hein. C'est un fait. Mais il existe d'autres modèles. Il y a des entrepreneurs qui marchent bien et qui travaillent pas énormément. Donc c'est pas obligatoire. Encore une fois, c'est quel est ton objectif principal. Si ton objectif principal c'est d'être le meilleur, d'être celui qui performe le plus et c'est tout, bon bah travaille comme un dingue et zappe tout le reste dans ta vie. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir une famille, ça sert à rien d'avoir des amis. Si ton seul objectif dans la vie c'est d'être le meilleur dans ce que tu fais, ça sert à rien. Si t'es un Elon Musk, ça ne sert à rien. Tu vois, tu fais juste ça et tu fais rien d'autre. Mais si t'es quelqu'un qui a envie d'avoir une vie un minimum équilibrée, bah c'est intéressant de se poser la question, est-ce que j'ai envie que mon business soit tout ou est-ce que j'ai envie que ce soit juste quelque chose? Et je pense que c'est plus sain pour la plupart des gens parce que si à un moment tu te pètes la gueule dans ton business et que tu n'as rien d'autre, ça va être très 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 difficile, tu vois. Et une carrière c'est long, donc ça va t'arriver de te péter la gueule dans ton business. Et il y a aussi un truc, c'est que tu vois, l'équilibre vie pro vie perso, c'est que moi je pense, je dis ça parce que je suis dans ce cas-là, tu vois, avec des enfants en bas âge. Si tu mets tout le focus sur ton business pendant, je sais pas moi, les 5 premières années de tes enfants, ouais. Et que tu fais ça pour avoir du temps pour plus tard ou pour eux, et que tu te retournes à 6-10 ans et tu dis, bon, maintenant je vais profiter d'eux. Mais peut-être que en fait, le temps il se rattrape pas aussi. Tu vois, tu as les 5 premières années, tu les as ratées aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je vois ça, et enfin, je dis ça parce que je me sens concerné aujourd'hui, tu vois, dans ce sens-là où je me force à pas trop travailler, tu vois. Dans ce que tu dis, moi, j'applique pas tout ce que tu dis, malheureusement. J'aimerais, je vais m'en inspirer de ce que tu dis, mais
Mais voilà, mes parents, je me force, tu vois, à 5h30 de couper. Ouais. Parce que Mmh. sinon, en fait, je fais que ça. Et oui, alors c'est très bien, mon business, il me passionne et tout, mais je pense qu'il faut garder du temps pour soi et pour sa famille. Alors après, si des gens n'ont pas de famille ou que ça les intéresse pas et qui, comme tu dis, hein, bah, pourquoi pas. Mais il faut aussi savoir mettre le curseur entre... et je pense pas avoir une incohérence en se disant, non mais je fais ça pour la liberté et tout, mais si finalement, bah, en fait, tu te retrouves salarié de ta propre entreprise, ben, Mmh. tu te retrouves un peu coincé, quoi. Je voulais savoir, donc tu disais tout à l'heure que quand tu n'as pas envie de faire un truc, bah, soit tu le fais pas, ou soit tu délègues. Quand tu délègues, comment tu fonctionnes? Est-ce que du coup tu es une entreprise avec des salariés? Est-ce que Mmh. tu fais des freelances? Est-ce que tu as un partenaire de confiance? Tu as des prestats? Comment tu fonctionnes? Ouais, j'ai un partenaire de confiance qui s'appelle Félix. On bosse ensemble depuis quelque chose comme 4-5 ans peut-être, ouais, un peu plus. C'est la personne qui gère tout mon business. Donc il est vraiment gestionnaire de mon business. J'ai rien à faire au niveau administratif. Il s'occupe de tout. C'est lui aussi qui gère le support client et il co-gère l'équipe avec moi. Donc par exemple, on a une monteuse vidéo. Elle est sous sa responsabilité, mais c'est moi qui lui donne des instructions. Donc ça me permet d'avoir un minimum de friction. Je conseille vraiment aux entrepreneurs qui commencent à se développer de se trouver un partenaire de confiance. Est-ce que c'est une sorte d'assistant plus plus? C'est plus qu'un assistant, c'est un partenaire, on travaille d'égal à égal. C'est-à-dire je lui balancerai pas des petites tâches comme ça que j'ai pas envie de faire. C'est plus chacun a des pôles de responsabilité dans l'entreprise. Lui est responsable de tout ce qui est gestion et moi je suis responsable de tout ce qui est création. Et donc on se partage en fait le travail comme ça. Est-ce que c'est un salarié ou c'est un freelance? Comment vous C'est pas un fonctionnez? salarié, c'est un freelance, simplement parce que il vit en Roumanie, qu'il a sa propre entreprise, et donc c'est plus simple pour lui de travailler comme ça. Il a aussi d'autres clients de son côté, et enfin ensemble, on a aussi monté une boîte qui s'appelle La Forge, et on fait en fait ce que Félix fait pour moi, on le fait pour d'autres entrepreneurs qui sont Hmm. à peu près à mon Tu niveau. accompagnes finalement des entrepreneurs à se développer, c'est ça? Ouais, en fait, c'est tellement énorme. Les gens se rendent pas compte, mais le bénéfice que Félix apporte dans ma vie et dans mon business est tellement énorme qu'on se dit, Il faut en faire profiter d'autres. il faut en faire profiter d'autres. Et moi, je sais que dans mon audience, il y a des gens qui sont dans mon cas, dans ma situation, c'est-à-dire qui sont pas mal développés, mais qui n'ont pas envie de se transformer en manager ou en chef d'entreprise, qui ont envie de rester artisan de leur boîte. Et eux, ils ont un problème. Ils ont un problème parce que tu peux pas être artisan de ta boîte quand tu fais, je sais pas, 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, que tu as la TVA à gérer, que tu as les taxes, que tu as des centaines de factures à récupérer tous les mois, que tu as une équipe à gérer. Et on leur dit tout simplement, bah, t'inquiète, on est là, on s'en occupe, et toi, tu peux t'occuper de ta zone de génie. On cherche des champions, tu vois, des gens qui sont très très bons en création de contenu, en vente, en influence. On cherche ce genre de personnes, et on pense qu'un vrai champion qui se respecte ne veut pas perdre son temps avec des tâches annexes. Donc quelqu'un qui est là à dire non mais moi ça m'intéresse pas de bosser avec vous parce que ça coûte trop cher et bah, ok très bien. Mais nous on veut travailler avec des gens qui pensent que leur temps a suffisamment de valeur pour qu'ils ne puissent pas être perdus dans des tâches secondaires. Ok, très intéressant. Du coup, si on parle maintenant de ton profil d'investisseur, Ouais, ok. parce que du coup, j'imagine que bah voilà, dans tout le chiffre que tu fais, tu dois avoir de la trésorerie, et j'imagine aussi que tu as un patrimoine perso. Est-ce que tu peux nous dire déjà sur le côté personnel, bah, vu que bah voilà, tu as quand même gagné de l'argent, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que, enfin voilà, comment, quand tu as reçu un petit peu ta première épargne, hein, tu as un peu d'argent qui dormait, Ouais. est-ce que tu as fait comme tout le monde et tu as laissé dormir sur des comptes? Est-ce que tu as ouvert une assurance vie? Enfin, comment tu as réagi en tant que... Du coup, parce que c'est marrant, c'est la première fois que j'ai interviewé quelqu'un qui n'est pas investisseur Ouais. et c'est marrant, enfin, qui n'est pas qui est plus entrepreneur qu'investisseur. Donc, je suis curieux de savoir quelle était ta démarche et comment comment tu as commencé avec ton patrimoine perso. Bah déjà les 3 premières années j'ai tout claqué. Euh, C'était YOLO? en fait j'avais cette mentalité de... En plus j'ai démarré en tant qu'auto-entrepreneur donc tout était sur le même compte, tu connais. Hmm. Hop, je fais 50 000 euros, je me dis qu'est-ce que je peux acheter avec 50 000 euros? Hop, un van, La Lambo. pas la Lambo, mais un van de camping de papa qui fait sa crise de la cinquantaine, tu vois, j'achète le van, je pars 6 mois avec, et puis je me dis en fait je préfère dormir à l'hôtel et je le revends, tu vois. C'est comme ça que j'ai fonctionné pendant 3 ans. Donc c'était cool, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je peux faire avec, tu vois. Donc C'est plein vraiment, de... je profite du moment présent et j'achète ce que je peux acheter, Exactement, quoi. j'ai tout grillé en voyage, en hôtel 5 étoiles, en ayant resto, en expérience, etc., en vêtements, tout ce que tu veux. Et puis au bout de 3 ans, je me suis dit quand même, ce serait bien de commencer à me faire un petit matelas de sécurité, préparer la retraite, etc. Bon, tu sais, voilà, j'avais pas envie de finir comme un petit retraité et tout, en ayant tout flambé avant. Et donc, je commence à m'intéresser à la bourse. Alors, je savais que je voulais pas faire de l'immobilier parce que Alors, pourquoi ça parce m'intéresse? que mon père fait pas mal d'immobilier et que il s'en est beaucoup plaint.
Voilà, j'ai beaucoup entendu se plaindre de tous les emmerdements qui te tombent dessus, les problèmes, les galères, etc. Et en fait, j'ai compris que l'immobilier, c'était un business. Et moi, j'ai déjà un business. Donc, j'ai pas envie d'avoir un deuxième business. Et je suis pas passionné par la pierre. Donc, c'est un truc de passionné, je pense, l'immobilier. T'es passionné par la pierre, tu t'en occupes, c'est bien. C'est aussi un truc de sécurité. C'est vrai que c'est sécurisant d'avoir un appart dans lequel tu peux vivre s'il y a un problème. Mais à part ça, j'y avais pas vraiment d'intérêt de ma part. Par contre, j'aime bien les entreprises, j'aime bien le monde des entreprises. Donc je me dis, trop cool, la bourse, je peux investir dans des entreprises. Donc je découvre la bourse. Heureusement, je me suis lancé un peu avant la folie des cryptos. Donc mes premiers investissements, c'était pas des cryptos, c'était vraiment la bourse. En quelle année tu as commencé la bourse? On devait être en 2017, quelque chose comme ça, tu vois. Et donc j'investis en m'inspirant du permanent de portfolio. Est-ce que tu peux le décrire de Harry Ouais, Brown? Harry Brown. Tu peux en parler. Le concept est ultra simple. Tu mets un quart, je crois que c'est un quart, un quart, un quart, un quart. Un quart dans l'or, un quart dans les actions, un quart dans les obligations et un quart en cash. On est d'accord? C'est ça. Donc je commence comme ça. Je m'inscris sur un broker en ligne. J'achète de l'or, j'achète des actions, j'achète des obligations. Et en fait, petit à petit, ça a un petit peu évolué. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus beaucoup d'obligations. Parce que c'est quand tu as 29 ans, c'est quand même pas la folie d'avoir un quart en obligations, sachant que tu as encore un peu de temps devant toi. Donc j'ai beaucoup plus d'actions. Mes actions, c'est principalement ETF, ETF Monde, mais j'ai aussi des actions individuelles d'entreprises que j'aime bien. Donc ça, c'est ultra simple, hein. Les entreprises que j'aime bien, auxquelles je crois, Apple par exemple, j'ai beaucoup d'actions Apple. Il y a des entreprises que j'aime pas ou que j'aime plus ou auxquelles je crois plus, je vends. Voilà, c'est simple. Quand j'ai appris qu'Elon Musk prenait de la drogue pour travailler, je me suis dit c'est terminé. J'ai tout vendu, j'ai fait x10 avec Tesla, j'ai tout vendu. Ça s'est crashé 3 mois plus tard, quoi. Donc j'ai jamais racheté, je rachèterai jamais, tu vois. Ok, c'est intéressant ce point de vue parce que finalement, tu vois, quand la plupart des investisseurs en stock picking, hein, quand tu choisis tes actions, ils ont des critères bien précis. Et je suis le premier à les mettre en avant. Et toi, j'ai l'impression que ton critère, c'est je comprends la boîte, je l'aime bien, j'achète. Ouais. Donc tu regardes, c'est-à-dire zéro ratio financier. Non, alors probablement que c'est pas une bonne chose à faire, mais je regarde. Mais c'est intéressant, tu vois. Moi, je En trouve ça fait, super la tech, je connais très bien parce que je suis passionné par la tech et je suis l'actu tech depuis très longtemps. Et donc, il y a des boîtes que je connais bien, je sais un peu comment elles fonctionnent, je connais un peu la psychologie du dirigeant, la vision long terme de la boîte. Et j'essaye de faire la différence entre le dirigeant qui sait pas ce qu'il fout là et qui court après tout ce qui bouge, et le dirigeant qui a vraiment une vision long terme, qui s'y applique, qui est pas trop pressé, mais qui fait les choses bien, tu vois. Et pour moi, Apple est quand même les champions. Alors, je sais que c'est déjà évalué, enfin, ça va pas faire x10, tu vois, c'est Apple. Mais c'est tellement les champions de la stratégie, de l'organisation. Tim Cook est tellement un génie de l'opérationnel que tu te dis, tu as envie d'investir dans cette boîte, tu vois, elle t'inspire confiance. Puis un truc bête, mais quand tu es utilisateur des produits, Ouais, bien sûr. c'est un truc que je dis souvent, tu vois, ça fait dans les critères que souvent je recommande quand je choisis une action, c'est outre tous les aspects ratios financiers et quantitatifs, les aspects qualitatifs qui est déjà est-ce que tu comprends ce que fait la boîte, Ouais. est-ce que tu as déjà utilisé les produits, et déjà quand tu as ces deux critères, ça te rassure en fait, tu te dis en fait si le truc, je comprends ce qu'ils font et je crois, enfin je sais qu'ils sont bons. Alors oui, après forcément il y a d'autres choses à regarder et tout, mais déjà tu t'affranchis d'une barrière importante en fait. Ouais. Donc, et tu vois, quand tu vois qu'Apple vont prendre le temps et mettre le budget pour créer leurs propres puces, pour les mettre dans leur ordinateur, ils ont 5 ans, tu vois, de R&D pour ça. Ensuite, ils ont des ordinateurs qui sont imbattables en termes de puissance et en termes d'efficience. Bon, ils ont pris une avance considérable, en fait. Il y a peu d'entreprises qui ont les moyens et qui ont la vision pour mettre 5 ans ou 10 ans à développer quelque chose qui va améliorer un petit peu leurs produits, mais sans même permettre de lancer un produit révolutionnaire, tu vois. Et ensuite, ils vont connecter tout ça, c'est-à-dire que cette puce, ensuite, ils vont pouvoir la mettre dans des produits révolutionnaires, genre le Vision Pro, etc. Ils vont pouvoir faire tourner maintenant des modèles d'IA directement sur l'iPhone parce qu'ils ont les puces les plus puissantes et les plus efficientes. Et en fait, tu te rends compte que tout ce temps et toute cette vision qu'ils ont mise là-dessus, elle va payer des dividendes sur le long terme. Et donc, quand tu es un investisseur sur le long terme, et moi, c'est mon cas, c'est le genre d'entreprise qui est intéressante. Et tu investis via quel support? Interactive Broker. Ok, donc compte titre. Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas de PEA? Non. Ok, pour quelle raison? Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas du tout un expert du sujet, mais j'investis avec une société d'investissement. Et donc, c'est tout simplement... Tu n'as pas le droit en PEA. Voilà. Tu as répondu à la c'est question. Tout. Mais c'est-à-dire qu'à titre personnel, c'est-à-dire que tu n'investis pas en actions sur ton patrimoine perso. Tu le fais via ta trésorerie. J'ai des actions en perso parce que je les ai achetées avant de créer la boîte. Okay. Mais maintenant, j'investis principalement avec la boîte. Ok. Et alors, je reviens sur ta deuxième stratégie bourse, donc l'ETF.
Donc ça, c'est un ETF Monde que tu as sur ton compte titre, c'est ça? Ouais. Pourquoi un ETF Monde? Comment tu as pris connaissance de ça et pour quelles raisons tu as choisi Écoute, il ça? fallait bien en choisir un. Et comme j'y connais rien, je me suis dit, je vais prendre vraiment celui qui englobe tout, quoi. J'ai pas envie de commencer à être là, est-ce que la Chine, ça marche en ce moment? Est-ce que les US sont en Mhm. déclin ou pas? ETF Monde, comme ça, voilà, je me base sur le marché global et je me pose pas trop de questions. Ce qui peut être souvent un bon choix. Tu vois. Mm. J'ai interviewé, je parle souvent de cette interview, peur de radoter, mais j'ai interviewé il n'y a pas longtemps un gars qui fait de la bourse depuis 20 ans, hein, et bon, qui fait du stock picking, du trading et aussi de l'ETF. Ben lui, il a un ETF Monde aussi, quoi. Alors que ça fait 20 ans qu'il fait ça. Donc ça veut Eh dire bah que. écoute, je suis content, je suis content que ce soit validé par un pro. Bah donc, j'essaie surtout de dire ça à ceux qui m'écoutent parce que moi je suis un Mm. pro ETF, j'ai une formation sur les ETF, j'explique plein de Ouais. cas de portefeuille d'ETF, comment tu peux essayer de se performer avec du smart beta, du thématique, du sectoriel, plein de trucs. Mais des fois, moi j'appelle ça l'humilité en fait. Quand tu prends un ETF Monde, c'est que tu es humble. Tu te dis, bah, en fait, je suis le marché, c'est le plus diversifié. Et alors Ouais. oui, tu as un peu plus de frais que tu prends un S&P 500 machin, mais en réalité, bah, des fois, faut pas trop s'emmerder, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment, je suis très attaché à l'idée de ne pas essayer de battre le marché et de pas essayer d'être meilleur que le marché, tu vois. Bah, de toute façon, les pros n'y arrivent pas déjà. C'est ça, en fait. Tout ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu me montre qu'en fait, ça vaut pas forcément le coup d'essayer de passer du temps à faire ça parce que souvent, tu vas te prendre les pieds dans le tapis et ça va se retourner contre toi. Tu vois, j'ai un pote, par exemple, il n'est pas du tout expert de la bourse comme toi, mais il stresse. Donc il va tout suivre. Il va à tout prix savoir si ça monte, si ça descend trop. Là, le Bitcoin, ça avait trop monté il y a 3 mois, il a tout vendu. Le truc a fait x2 depuis, tu vois. Il se bouffe les doigts. Et moi, je lui dis, mais mec, j'ai acheté du Bitcoin en 2018, j'y ai pas touché depuis, je veux même pas savoir combien ça coûte, je m'en fous, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que la stratégie j'achète et je m'en fous, c'est une C'est la stratégie, meilleure, hein. la plupart du temps, en tout cas quand t'es pas un pro, la plupart du temps, c'est une stratégie beaucoup plus rentable que la stratégie, je passe 1 heure par jour à lire des news financières et essayer de comprendre ce qui se Je te passe. dis un truc encore plus choquant. Hier, j'ai interviewé un gars hein, qui fait de la bourse depuis 30 ans. Il disait que les meilleures performances, c'était celles des gens décédés. Pourquoi? Parce qu'ils font pas d'arbitrage, ils font Ouais. rien. Donc, la stratégie de j'achète et je m'en fous. Alors, bien sûr, il faut pas acheter n'importe quoi. Hein. C'est sûr que si tu fais du stock picking sur une small cap, machin, sur une biotech et tout, oui, là, tu prends le risque de tout perdre. Hein. Mais quand tu prends des indices larges ou même d'autres classes d'actifs, bah, des fois, la stratégie de voilà, ce qu'on appelle le buy and hold, hein, bah, c'est souvent une des meilleures stratégies. Quoi. Et comme tu dis, en fait, moi, c'est un des conseils que je donne, c'est dans les 5 conseils pour bien démarrer en bourse, c'est juste de couper le bruit, en fait. Couper le Ouais. bruit ambiant. Même de la presse spécialisée en finance. Parce que la presse spécialisée en finance, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te dire, oui, il faut acheter ça, le consensus dit qu'il faut acheter ça, machin, donc tu vas être un peu tenté. Alors oui, si tu as le temps, si tu es passionné, si tu as envie de se performer, pourquoi pas pour une petite allocation, mais dans la majeure partie des cas, des fois, ben, ce qu'on appelle la gestion passive, hein, un ETF large, eh ben, ça peut largement suffire en fait à beaucoup de monde. Quoi. Ok, donc du coup, si on revient sur ta stratégie bourse, donc tu as ce que j'appelle le socle passif, donc ETF Monde, quelle est la proportion entre ton ETF et le stock picking, grosso modo? J'ai pas autant d'ETF que ce que je voudrais, donc j'ai probablement plus de stock picking, ouais. Je dois avoir peut-être 60 ou 70% de stock picking. Ok, et tu as combien de lignes? Tu en as beaucoup, tu as que Apple? Une dizaine. Une dizaine, ok. US principalement ou, Ouais. ok. Ok, donc ça c'est ta partie bourse. Et après, est-ce que tu as d'autres choses? Est-ce que tu as une assurance vie? Est-ce que tu as Alors, j'ai une maison ok. depuis peu. Donc de l'immobilier? Ouais, de l'immobilier. En fait, tu vois, moi j'ai quand même un truc auquel je tiens, c'est essayer d'aligner les intérêts. Tu vois. C'est-à-dire que je me dis que l'investissement, si c'est juste pour investir, mais que ça t'intéresse pas, tu as le gain évidemment de l'investissement si ça marche, mais c'est tout. Par exemple, si tu es passionné, si tu as envie d'avoir une belle maison, mais que tu te dis, il vaut mieux que j'investisse dans le Bitcoin, mais que tu connais rien dans le Bitcoin et ça t'intéresse pas, et que tu achètes plein de Bitcoin, bah même si tu fais plus avec le Bitcoin que ce que tu aurais fait avec ta maison, t'as pas forcément gagné plus à la fin parce que t'as pas pu profiter de ton Bitcoin, tu vois. Alors que si tu dis j'achète une maison, je sais que c'est pas le meilleur investissement que je puisse faire, mais j'ai envie d'avoir une maison, bah du coup ton investissement rapporte un peu plus parce que tu prends aussi du plaisir, tu vois. Tu peux t'occuper de ta maison, l'aménager, faire des travaux, ça te fait un projet de vie, etc. Et donc cette maison c'est ça. C'est-à-dire que j'ai pas acheté cette maison en me disant j'investis dans l'immobilier.
J'ai acheté cette maison en me disant, j'aimerais bien avoir une maison à la campagne pour quitter Paris, pour prendre un peu l'air, pour avoir un projet de vie, etc. Donc j'ai acheté une maison. J'ai essayé de ne pas faire un trop mauvais placement. Je pense qu'on l'a eu à bon prix. On va faire un peu de rénovation, etc. Je pense qu'on peut faire augmenter le prix, puis elle est bien située. Mais c'est évidemment pas le meilleur investissement que j'aurais pu faire. Bah, si on pense purement financièrement, non, effectivement. Alors déjà, la résidence principale, il y a le débat résidence principale, vs locatif et tout. Moi, je suis assez partagé là-dessus parce que je pense qu'une résidence principale, ben, t'as quand même pas de loyer, puis tu profites, voilà, de la fiscalité à la revente et tout. Après, la maison secondaire, effectivement, ça clairement, c'est une charge finalement supplémentaire. On va dire financièrement, non, c'est pas un bon investissement. Par contre, tu places quand même ton argent, donc c'est-à-dire bah, ça peut se valoriser dans le temps. Et puis c'est surtout pour moi, c'est un kiff en fait. Ta maison secondaire, c'est enfin la maison secondaire, ta maison de campagne, c'est quelque chose que tu achètes pour ton plaisir, pour toi et voilà, et pour ta famille. Donc c'est un investissement plaisir, quoi. Il y a aussi un truc auquel on pense pas forcément, mais ça t'oblige à épargner. Beaucoup de gens ont du mal à épargner et souvent on dépense ce qu'on a, puis s'il reste un peu d'argent, on dit allez hop, je vais l'épargner et ça peut durer très longtemps, tu vois ça. C'est une épargne forcée. Exactement. Donc au moins quand t'as un prêt immobilier remboursé, épargne forcée, tous les mois ça doit sortir, sinon t'es dans la merde. Et au moins tu sais que c'est pas comme un loyer, ça sort pas par la fenêtre, ça va dans ta caisse, quoi. C'est une bonne grosse tirelire qui grossit petit à petit et qu'un jour tu peux casser si besoin. Et t'as jamais pensé du coup pour le rentabiliser, pour parler vraiment purement financier, le louer Si, c'est possible. en Airbnb, tu vois, on l'envisage, on l'envisage. Faut faire quelques travaux avant, mais oui, on l'envisage. Parce que ça te permettrait de mixer finalement un investissement qui ne te coûte rien, faire autofinancer les choses tout en profitant. Alors après, tu auras les aléas d'Airbnb. Là, on va retrouver sur le côté entrepreneurial où tu t'as demandé de la gestion, parce que ça, je ne vais pas te mentir. Moi, ça me fait très peur. Hein. Ça me fait très peur, mais si j'arrive à le faire gérer et à y mettre un minimum de temps et d'attention, pourquoi pas, ouais. On pourra en parler si tu veux. Je te donnerai des petits tips pour... Ça marche, avec plaisir. Ok, donc tu as Paris Immo sur ta maison secondaire, ta stratégie bourse qui tourne passivement. Est-ce que tu as de la crypto aussi? Tu en as parlé un petit peu? J'ai pas mal de crypto. En fait, je me suis intéressé à la crypto en 2018. C'était la première fois où le Bitcoin montait vraiment, enfin voilà, où les gens commençaient à en parler, quoi. J'en ai acheté entre 2500 et 20 000 euros à peu près. Et j'ai rien revendu. J'ai rien revendu sauf ce qui était sur des. Alors j'avais fait l'erreur de laisser du Bitcoin et de l'oublier sur des brokers. Très très grosse erreur. Donc heureusement j'ai pu le retirer entre temps. Mais sinon aujourd'hui je dois avoir. Là j'ai vu que ça avait monté de fou. Je dois avoir peut-être pour 170 000 euros de Bitcoin. Alors je précise qu'il est pas chez moi. Venez pas me cambrioler, ça sert à rien. Mais voilà, en fait c'est devenu je crois un de mes premières valeurs, quoi. Ouais, ça veut dire que finalement ça c'est comment dire, dans ton patrimoine, ça prend une part super importante, quoi. Ouais. J'en ai pas racheté depuis, tu vois. Entre 2018 et 2019, peut-être j'en ai acheté régulièrement et après j'ai arrêté. Ok. Et t'as pris que du Bitcoin ou t'as essayé d'autres J'ai cryptos? un peu d'Ethereum aussi. Ok. Et après j'ai perdu de l'argent sur des shitcoins, mais pas beaucoup. T'as essayé Ouais, j'ai dû perdre peut-être 15 000 balles sur des shitcoins. Ok. T'as essayé quoi, les mêmes coins par exemple? Je sais pas, à l'époque j'étais facilement influençable et donc je tombais sur un white paper qui avait l'air convaincant avec un bon marketing et comme un abruti j'achetais. Et on l'a tous fait. C'est bien parce qu'il faut que ça t'arrive une fois dans ta vie. En fait, là où t'es stupide, c'est quand tu le fais plusieurs fois. Tu vois. Ça m'est arrivé à une période de ma vie, voilà. J'ai dû perdre 15 000, 20 000 balles, quelque chose comme ça. Et ensuite, j'ai compris ce que c'était que du bullshit pour te vendre du vent. Et je suis pas tombé dans le piège des NFT, tu vois. Je me rappelle, t'en parlais en mal et t'as bien et fait. parce que j'avais en fait j'étais tombé dedans 2 ans plus tôt, tu vois. Et je pense que le piège NFT, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas connu les shitcoins 2 ans plus tôt qui sont tombés dedans et j'espère qu'ils tomberont pas dans le prochain. Mais j'ai l'impression que dans chaque bull run il y a des pièges en fait. Il y a toujours une tendance. Enfin, en 2017 c'était les ICO. Moi j'étais tombé dedans dans les ICO, hein. Pareil que toi, le white paper, le beau projet marketing, allez je mets un petit billet là-dedans. C'est de l'argent, c'est même pas que tu perds, c'est que tu perds 100% du capital. Hein, donc, je me suis fait avoir là-dessus. 2021, c'était les NFT. NFT, DeFi, c'était voilà, les deux sujets hype. Maintenant, alors, est-ce qu'on est en bull run ou pas? Je sais pas. Je pense que oui, on est quand même parti. Quelle va être la prochaine, tu vois? Voilà, j'ai des petites idées, mais voilà, en ce moment c'est l'IA, hein, tout le monde parle de ça. Donc moi je suis assez méfiant avec ça quand même, parce que même si voilà, l'IA sur le long terme, oui, ça peut bien sûr que ça peut changer le monde. Mais c'est pas parce qu'il y a le mot IA dans un produit
que le Que le truc produit va faire fois 100, quoi. a Non, la ça- moindre valeur, quoi. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu l'argument marketing pour n'importe quel projet, en fait. Enfin, Ouais. même le truc qui fait pas d'IA, il va caler, oui, avec notre système d'intelligence artificielle, on fait ça. Et c'est un peu voilà l'argument qui fait vendre, quoi. Mm. Donc moi, je suis très très vigilant avec ce genre de Ouais, choses, quoi. il faut. Et tu vois à quel point, en fait, quand l'appât du gain est en jeu, on peut débrancher son cerveau, quoi. Même les gens intelligents Mm. peuvent complètement débrancher leur cerveau et faire des trucs complètement irrationnels. Je trouve que les NFT, c'est quand même le pinacle de ça parce que c'était vraiment purement irrationnel. T'achetais vraiment du rien. Mais c'est fou comment c'est facile, en fait, quelque part, de vendre des produits quand t'as un bon discours et quand tu mets Il y a un l'appât du engouement, gain quoi. dans le. Il y a un engouement. Et C'est ça. Et en fait, le seul truc qui fait que les gens se font plus avoir, c'est quand l'arnaque est répétée trop souvent, tu vois. Genre je sais pas, le prince africain machin que tu reçois par mail, tu vois. Les gens le font pas avoir s'ils connaissent le truc, tu vois. Mais en fait, il suffit que tu arrives avec un nouveau truc que les gens n'ont pas encore vu et tu vas cash in un max, quoi. Et c'est pour ça qu'il y aura toujours des arnaques. Et en fait, peu importe, on utilisera toujours les nouveautés, les nouvelles technologies, les tendances, les trucs qui marchent en ce moment. Dès qu'il y a une nouveauté, il y aura des arnaques qui vont venir avec. Voilà, ça fait partie du jeu. Et ce qui me frustre le plus, c'est que les arnaqueurs, souvent, s'en sortent plutôt bien, tu vois. bah, moi, c'est un truc qui me paraît hallucinant, c'est que des scams, j'en vois souvent Ouais. sur l'investissement. Hein. T'imagines qu'avec Internet, ça s'arrête pas sur les cryptos. Et j'ai l'impression qu'ils sont jamais punis, quoi. Ouais. C'est une impression que j'ai aussi. T'as l'impression que l'État est toujours en retard sur ces trucs-là. Et que même quand ils se font prendre, tu vois, t'as vu les trucs sur Netflix, les arnaqueurs sur Netflix, c'est un truc qui marche bien, c'est les docus. Et à chaque fois, le mec, bon, ouais, il fait 6 mois de prison, il balance tous ses complices et c'est terminé, tu vois. Puis il est à nouveau dans la nature et il dit, ouais, j'ai un nouveau projet, machin. Et toi, t'es là, mec, t'as volé Et je sais pas combien 15 millions d'euros, tu vois. C'est chaud, tu vois. Alors qu'un mec qui est dans la loose, qui paye pas sa pension alimentaire, il peut aller en prison pendant 3 ans. C'est ça. Et même moi, je dis ça moi à titre perso, en tant que CIF, donc je suis conseiller financier. Mais tu n'imagines même pas le nombre de paperasses que je dois faire pour être dans les clous. Et même avec ça, on peut venir me chercher des noises. Ouais. Et je me dis, il y en a qui font ça et qui sont pas emmerdés. Ça, Ouais. ça me paraît super injuste, quoi. Ok, bah Antoine, on a fait un beau tour sur le patrimoine. Est-ce que tu as d'autres investissements que tu as testés, que tu penses tester ou qui t'intéressent? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées dans tes invests? Non, c'est à peu près tout. Après, de temps en temps, j'ai une petite opportunité, je vais dessus. J'ai un ami qui a une foncière immobilière, j'ai un peu d'argent dessus. À un moment, j'ai investi dans une start-up qui s'appelle Cowboy qui fait des vélos électriques. Bon, je pense que je vais jamais revoir mon argent, mais la Pourtant, moi, start-up existe. j'en ai vu des Ouais, cobayes, hein. la start-up existe toujours et tout. Je sais pas comment elle évolue, mais c'est juste que les vélos électriques. Même VanMoof a fait faillite alors que c'était les numéros 1, tu vois. Donc ça a l'air d'être un business un peu technique. J'allais te poser cette question du coup du private equity parce que finalement, ton domaine, c'est l'entrepreneuriat, le business. Et j'imagine que tu as du réseau. Est-ce que souvent on te sollicite pour faire un peu le business angel ou des choses comme ça? Alors, j'ai un réseau de gens qui souvent n'ont pas besoin de financement, puisque c'est des infopreneurs, c'est des gens qui vendent des formations, des coachs, etc. Donc finalement, pas tant que ça. Ça m'est arrivé. Je suis quand même très sceptique sur ces trucs-là parce que à chaque fois, on est dans une. Enfin, tu vois, moi, je suis pas du tout un professionnel. Et tu es face à une personne qui sait parfaitement ce qu'elle a à te vendre. Mais toi, tu es dans une position où tu sais rien de son activité. Et donc, il y a un décalage de connaissances. Et donc, tu sens que en fait, tu es dans une position où si tu veux prendre la bonne décision, il va vraiment falloir te pencher sur le sujet, y passer du temps, explorer le truc, etc. Moi, je suis pas un excellent analyste et je pense pas que je serais le meilleur pour ça. Voilà. Bon, donc c'est pas forcément une classe d'actifs sur lequel tu vas plus te pencher à l'avenir, quoi. Et même si Pourquoi pas. Après, chaque projet est unique, hein, Ouais, donc unique, ouais. je peux pas dire. Et ça peut être par exemple peut-être un pote ou des amis à toi qui se lancent éventuellement, Ouais. ça pourrait plus t'intéresser, Ouais, j'imagine, bien qu'il y a sûr, le côté, bien sûr. relation. Si je vois le génie dans quelqu'un et que la personne se lance et qu'elle me propose de mettre des billes, direct je les mets, tu vois. Moi, je vise vraiment sur les personnes. Il y a des gens où tu sens qu'ils vont aller très très loin et tu regrettes un peu de ne pas pouvoir faire partie de l'aventure, tu vois. Bah, c'est le concept d'être business angel et d'avoir aussi le réseau qui te le permet de l'être, hein, parce que Ouais. c'est pas accessible à tous. Ouais. Ok Antoine, bah, je pense qu'on a fait un bon tour, hein, sur ton parcours et ton patrimoine. Est-ce que tu as des choses à ajouter, à nous partager en plus? Un ultime conseil business. Qu'est-ce que, Ultime. qu'est-ce que doit faire la personne qui veut se lancer, qui n'y arrive pas? Une action. Ouais. Une action, faites un défi 30 jours, un contenu par jour, une vidéo par jour par exemple, n'importe où, sur YouTube, sur Insta, où vous voulez. Ça peut aider à se débloquer, En fait, je pense que la clé, c'est faire preuve de courage. Au début, il n'y a que ça. Parce qu'au début, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas l'expertise. Le seul truc que tu as, c'est la volonté.
Donc use ta volonté. Moi, mes premières vidéos, j'étais dans ma chambre d'enfant, il y avait ma peluche marsupilami dans le fond, j'avais une tête éclatée, je disais un prompteur, ça ressemblait à rien. Mais j'ai eu le courage de la faire. Et pour moi, c'était du courage parce que j'étais très timide, je m'étais jamais montré en vidéo, etc. J'avais jamais publié de vidéos de moi sur Internet. Et donc, ça a été particulièrement difficile. Et en fait, une fois que tu fais preuve de courage, peu importe ce qui se passe, tu te sens mieux après, généralement. C'est-à-dire que si ça échoue, t'es content parce que t'as été courageux. Et évidemment, si ça échoue pas, t'es content parce que ça a marché. Ok, donc contenu régulier, moi c'est un truc aussi que j'ai remarqué chez les créateurs de contenu qui fonctionnent. Ça a marché pour moi peut-être à moindre échelle, mais c'est la persévérance en fait, c'est d'arriver à être régulier. Alors un contenu par jour, effectivement, c'est l'idéal, hein, mais je pense que pour commencer, finalement un contenu par jour, surtout si tu vas sur les réseaux type Insta, TikTok, tout, ça, c'est pas si long à Ouais. mettre en place. Donc merci Antoine pour ce temps que tu m'as Merci accordé beaucoup, Thomas. et pour notre échange, c'était vraiment passionnant. Puis donc je mettrai bien sûr le lien pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui veulent suivre la chaîne d'Antoine. Antoine BM, il envoie un mail par jour, alors pas tout le temps, ça dépend de tes périodes, mais... Je fais plus de mails quotidiens là en ce moment. mais 3 vidéos par semaine sur YouTube, on peut dire. Ouais, mais voilà, en tout cas, je vous conseille ces mails, c'est vraiment de la qualité, donc inscrivez-vous. Merci beaucoup. À bientôt Antoine. Salut. Merci.